À l'ordre, s'il vous plaît, la commission reprend ses travaux. Nous recevons donc les représentants de Alliance main-d'œuvre étrangère qui sont représentés par Mme Anne-Renée Meloche, vice-présidente ressources humaines du groupe Meloche, M. Mathieu Jeannot, vice-président et directeur des opérations chez Emballage Saint-Jean, M. Claude Blanchet, président directeur général de CIF Métal, ainsi que Mme Julie Brault, vice-présidente entreposage chez Transport Bourassa. Donc, Mesdames, Messieurs, bienvenue à la Commission des relations avec les citoyens. Vous avez 10 minutes pour présenter l'essentiel de votre mémoire ainsi que les recommandations que vous allez faire aux parlementaires. Et par la suite, on va en discuter. Alors, les 10 prochaines minutes sont à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, membres de la Commission. Merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est une occasion très appréciée par nous de faire entendre notre voix. Donc, vous m'avez présenté Anne-Renée Meloche, vice-présidente ressources humaines et communications chez Groupe Meloche et également porte-parole de l'Alliance main-d'œuvre étrangère. L'Alliance main-d'œuvre étrangère, c'est un regroupement que nous avons créé il y a de ça 1 an. Au début là, des différentes mesures restrictives que nous avons vécues en immigration. Donc, c'est un regroupement d'une 15aine d'employeurs, tous très affectés par ces différentes restrictions là, qu'on subit depuis 1 an. Donc, nous sommes dans le secteur manufacturier, logistique, puis dans différentes régions du Québec, donc Mauricie, Chaudière-Appalaches, Montérégie. Et nous avons, comme je le disais, tous été très, très affectés par les différentes mesures. Nous avons tous, dans le fond, on fait appel à des travailleurs étrangers depuis de nombreuses années. On utilise le programme des travailleurs étrangers temporaires de façon rigoureuse, en respectant toutes les règles. Mais disons que depuis la dernière année, c'est devenu extrêmement compliqué et ça a amené vraiment des conséquences très négatives au sein de nos entreprises, comme on va pouvoir en parler un petit peu plus amplement dans les prochaines minutes. Si j'y vais avec le groupe Meloche, donc groupe Meloche, on est une entreprise manufacturière d'environ 600 employés dans le secteur aéronautique. Donc, on œuvre dans le secteur aéronautique. On fabrique des pièces, principalement des pièces usinées. Donc, ça vient avec l'emploi de plusieurs machinistes, de machinistes expérimentés. Et de là, nous avons fait appel au programme des travailleurs étrangers depuis presque une 15aine d'années chez Groupe Meloche. Chez Groupe Meloche, sur 600 employés, c'est plus d'une centaine d'employés qui sont actuellement des travailleurs étrangers temporaires. Sur ces 100 employés-là, c'est environ actuellement 28 employés qui sont à risque de devoir quitter l'entreprise. Donc, c'est des employés qui ont plusieurs années d'expérience chez Groupe Meloche, entre 2 et 5 ans d'expérience chez Groupe Meloche comme machiniste ou d'autres métiers. Là, c'est principalement des machinistes, mais on emploie aussi d'autres travailleurs étrangers dans d'autres secteurs, mais principalement des machinistes. Donc, des gens très expérimentés qui proviennent du Mexique, du Brésil, de la France, évidemment, et du Maroc et de la Tunisie, tous des pays où il y a une forte industrie aéronautique. Donc, on va rechercher des gens qui sont extrêmement qualifiés dans le domaine de l'aéronautique sur des équipements qui s'apparentent aux équipements qu'on a chez Groupe Meloche. Ce sont des gens qui, pour la plupart, parlaient français ou ont appris le français. Par exemple, si on va recruter en Tunisie, mais c'est sûr qu'on va privilégier des candidats qui parlent déjà le français, même si à leur arrivée, on les supporte avec la francisation, au même titre qu'un travailleur, par exemple, mexicain qui parlerait espagnol, on offre la francisation à tous nos employés pour les mettre à niveau. Vous comprendrez que pour certains, c'est un petit peu plus ardu, mais pour la plupart, à l'intérieur de 2 ans, ils atteignent le niveau de français vraiment nécessaire pour occuper un emploi chez Groupe Meloche et également pour être admissible au programme, soit à l'époque du PEC ou actuellement au programme du PSTQ. Malheureusement, on l'a vu avec le gel au niveau du PEC et la mise en vigueur du PSTQ, c'est aucun employé chez Groupe Meloche. Plusieurs ont soumis leur candidature, mais malheureusement, aucun n'ont été invités. Il faut comprendre que depuis le 28 août, dans la catégorie où se retrouvent nos machinistes, il n'y a eu aucune invitation. Donc, c'est pas, pour nous, ça pourrait être une excellente solution de pouvoir
Pour les 28 travailleurs dont j'ai parlé, ça pourrait être une excellente occasion de pouvoir transiter ces personnes-là vers une immigration plus permanente. Mais malheureusement, le programme de PSTQ ne fonctionne pas jusqu'à date pour nous. C'est vraiment, on n'a aucun travailleur qui a été invité. Alors, je pense que je vais laisser la parole, on a dit, à Julie. Merci. Julie, les femmes d'abord. Anne-Renée, les femmes d'abord. Alors, Julie Brault, vice-présidente, entreposage, Transport Bourassa. Nous, on est une entreprise familiale qui va fêter ses 70 ans l'année prochaine. On est le 3e plus gros employeur à Saint-Jean-sur-Richelieu, après l'hôpital et le collège militaire. On a 43 travailleurs étrangers temporaires économiques. Puis ça nous permet de combler des postes d'aide manutentionnaire, aide mécanicien, surtout sur des quarts de nuit, de fin de semaine, parce que nous, nos opérations, ça se passe dans le jour. Puis les remorques doivent être déchargées pendant la nuit et rechargées par le fait même. Et les réparations de véhicules, ça se fait la fin de semaine aussi. Ces 43 travailleurs étrangers du Mexique permettent de générer 584 emplois à des Québécois, ici des bons emplois à Saint-Jean-sur-Richelieu. On respecte, nous, le 10 % de ratio qui était demandé, mais là, on est doublement pénalisé depuis 1 an parce que Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a 4,4 % de chômage régional, a été inclus dans le RMR, c'est-à-dire dans l'île de Montréal, il y a 1 an. Donc, moi, depuis 1 an, j'ai perdu 5 travailleurs déjà, fait que je suis plus à 43, puis j'en perds 3 autres d'ici le mois de décembre. Ces emplois-là, c'est des emplois de première ligne qui nous permettent de gérer notre entreprise. Les conséquences pour ça, vous le savez, c'est qu'on a arrêté les investissements dans les constructions de nouveaux édifices à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est obligé de refuser des contrats. Puis la prochaine conséquence, c'est qu'on va devoir faire des coupures dans nos travailleurs québécois aussi. Parce que nous, là, les 43 travailleurs, ils supportent les emplois, sont vraiment des emplois de première ligne. Ça fait 28 ans que je travaille chez Transport Bourassa. On a toujours été en pénurie de main-d'œuvre, toujours en recherche de bons employés. Et puis depuis 1 an, il n'y a pas plus d'employés sur le marché. Donc, on a fait des pressions au niveau fédéral, provincial, on se connaît bien, on s'est rencontrés, Monsieur le ministre, vous êtes sensible. Vous avez demandé la clause, le moratoire là, sur les travailleurs qui est existant. Alors, on aimerait savoir, nous, dans la discussion, quelle est la prochaine étape, parce que présentement, on ne voit pas de solution. Et moi, déjà, là, l'entreprise est vraiment affectée. Je vais laisser la parole à mon collègue Claude. Oui, bonjour, Claude Blanchette, CIF Métal, fonderie d'aluminium basée à Thetford Mines. On embauche environ 150 personnes. Nous, on achète de l'aluminium québécois. On fournit différents marchés un peu partout en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, mais aussi on est un fournisseur d'Hydro-Québec, directement et indirectement. Aujourd'hui, nous, on utilise beaucoup les travailleurs étrangers parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans des métiers spécialisés. Donc, les DEP, on sait que les écoles sont vides, il n'y a pas de machinistes, il n'y a pas d'électromécaniciens. Nous embauchons des machinistes aussi, mais aussi des employés spécialisés en fonderie. On forme, on a des ententes avec les commissions scolaires pour donner le DEP à l'usine, mais c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. On a un taux de chômage autour de 3 % dans notre région. Donc, nous, l'impact chez nous est assez grave parce qu'on a investi une dizaine de millions de dollars dans l'entreprise dans les 5 dernières années en pensant qu'on allait avoir des travailleurs. Aujourd'hui, notre fonderie, le cœur de nos opérations, sont essentiellement des travailleurs étrangers temporaires sous les quarts de nuit de soir. Si on perd nos travailleurs étrangers, puis c'est commencé, nous, on ne pourra pas rencontrer nos obligations financières. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez ce que ça veut dire. Et l'autre point qui est majeur, c'est que depuis le début de l'année, il manque 20 à 25 personnes. J'ai des contrats en main, je ne peux pas les livrer. Je suis obligé d'abandonner des opérations et ne pas fournir certains de mes clients dans la chaîne d'approvisionnement. Pour le moment, on vit, on va survivre pour le moment à court terme, mais d'ici 1 an, on va perdre beaucoup de travailleurs. Et on perd aussi des travailleurs à la retraite. Donc, le moratoire, c'est bien, ça va nous aider, mais on a besoin du traitement simplifié pour maintenir nos opérations à Thetford Mines. J'ai un mandat de la direction du CA de regarder pour investir ailleurs qu'au Québec actuellement parce qu'on n'est pas capable de croître ici. Pour le moment, c'est ça notre position. Puis on a besoin de votre support pour réinvestir ici. Puis on veut grandir ici, on veut investir ici. Et je vais laisser la parole à Mathieu. Dernière minute de jeu. Mathieu Jeannot, vice-président chez Emballage Saint-Jean, une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, qui est en affaires depuis 71 ans.
une entreprise fièrement québécoise, qui a son siège social à Saint-Jean, 2 usines à Saint-Jean-sur-Richelieu, une à Pointe-aux-Trembles. Donc, de notre côté, on est spécialisé en emballage. Donc, quand vous allez faire votre épicerie, nécessairement, vous utilisez de nos emballages. Une partie de nous est dans votre panier d'épicerie. De notre côté, on a 300 employés au Québec, une 60aine de travailleurs étrangers temporaires dans des postes d'électromécaniciens, d'opérateurs, d'aide-opérateurs. Et puis, pour nous, ces travailleurs-là sont essentiels. En Montérégie, tout à l'heure, on en parlait, 4,4 de taux de chômage en Montérégie. Donc, l'embauche locale est impossible quand on pense à des quarts de soir, des quarts de nuit qui sont fondamentaux pour être en mesure de pouvoir opérer nos équipements qui représentent des millions de dollars d'investissement. De notre côté, on a renouvelé certains permis de travail d'avance, mais là, pour 2026, s'il n'y a rien qui change au niveau des mesures, bien, ça va être une baisse de 15 de notre production au Québec. Puis pour 2027, un autre 15 de baisse de notre production au Québec, donc le tiers de baisse. Donc, c'est certain que s'il n'y a pas de changement, là, il y a nécessairement des impacts qui sont à venir. Merci beaucoup. Alors, on commence la période d'échange avec les parlementaires. Monsieur le ministre et votre banquette, comme d'habitude, 16 minutes 30 secondes. Merci beaucoup. Rebonjour pour ceux et celles que je connais déjà. Bienvenue à l'Assemblée. C'est particulier de vous entendre, c'est très concret. Là. On n'est pas là, dans des théories. Là. Vous vivez, vous perdez des travailleurs en ce moment. Vous l'avez souligné, le gouvernement vous a appuyé dans votre demande de garder au moins la clause grand-père au minimum, de garder des TET. Aucun de vous n'est à Montréal ou Laval. La mesure que nous, on assume, oui, excusez-moi, donc vous, dans votre coup, mais la mesure qu'on assume au gouvernement, c'est de ne pas renouveler, puis d'une espèce de moratoire. Mais c'est pas ARMR qui est immense, ça va de Saint-Jérôme à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qui n'a rien à voir avec la réalité montréalaise. Là, quand on est rendu à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est autre chose. On est de l'autre bord de la rivière, puis c'est un monde différent. Donc, nous, on demande la clause grand-père, absolument. On n'a jamais accepté la notion de RMR qui est beaucoup, beaucoup trop grande. Ça, on s'entend. Donc, même hier, j'ai réinterpellé encore et encore le gouvernement fédéral pour que nos ministres fédéraux s'enlignent. Pour l'instant, ils nous disent, bien, écoutez, c'est facile. Nous, notre mandat au gouvernement fédéral, c'est de couper les permis, fait qu'on arrache les travailleurs, mais si vous n'êtes pas content au gouvernement du Québec, vous avez juste à les rendre tous permanents. C'est un peu ça que nous dit la ministre Adjou. C'est facile, vous avez juste à leur donner la résidence canadienne, le CSQ en réalité. On veut arrêter la déperdition des travailleurs étrangers temporaires. On veut garder notre force de travail. On veut que vous puissiez continuer de remplir vos obligations. Donc, c'est sûr qu'on va continuer de la pression sur Ottawa. Puis c'est sûr qu'avec le nouveau programme du PSTQ, ça devrait vous permettre bientôt d'en faire basculer du statut de temporaire vers le statut de permanent. Je comprends que vous dites, bien là, au mois de juillet, au mois d'août, là, ça n'a pas fonctionné chez nous. Effectivement, chez vous, il y a quelques-uns qui ont reçu ce CSQ, là, Certificat de sélection du Québec, mais c'est pas parce que c'est le PSTQ, c'est que peu importe les programmes, ils ont pas mal tous été suspendus puisque la cible de 2025 était atteinte, voire dépassée dès la fin de l'année 2024, pratiquement. Il y a eu un tel engouement qu'il a fallu fermer le robinet, peu importe le nom du programme. On dépassait toutes nos cibles. On est comme à un point de bascule où on se dit, au lieu de dire on va faire venir 50 000, 60 000, 80 000 immigrants, on va souhaiter que là-dedans, il y en ait qui soient à l'extérieur des grands centres, puis il y en ait qui soient dans nos usines. On veut y aller avec un nombre qui est plus restreint. On a dit en quelque part entre 25 et 45 000. Mais on va les sélectionner. Le PS de STQ, là, c'est sélection. Puis on veut y aller très, très précisément
pour que ça fonctionne chez vous. Mais j'avoue que j'ai une petite inquiétude. Là, j'ai parlé longtemps, mais je vais vous poser une question. 2 d'entre vous m'avaient dit, bien, écoutez, ils travaillent les soirs, ils travaillent la fin de semaine. Le jour que ces personnes-là ont leur CSQ, leur résidence canadienne et québécoise, est-ce que c'est possible qu'ils disent, moi, j'ai plus de permis fermé, moi, je suis rendu comme tous les Québécois, toi, en train de travailler du lundi au vendredi de 9 à 5, puis là, vous revenez nous voir en disant, j'ai besoin d'un autre travailleur étranger temporaire pour combler mon quart de nuit. Est-ce que c'est possible que ça arrive, ça? Bien, Je peux répondre. Oui. Chez nous, on a des gens qui ont eu leur certificat et leur résidence permanente sont restés. Ils ne sont pas partis. Je veux dire, les gens qui s'en viennent travailler chez nous, c'est des gens spécialisés pour travailler en fonderie, en usinage. Ils veulent travailler dans ce domaine-là. Ils veulent rester à Thetford Mines. Ils ont choisi ça. Ils sont implantés là. Ils ont leur famille, leurs amis, ils ont un milieu de vie. Je ne dis pas qu'il y avait 0 qui ont parti, mais j'en ai qui sont partis aussi en Ontario parce qu'ils n'avaient pas leur CSQ. Ça arrive aussi. Donc, ça, c'est la réalité. Je n'ai plus perdu comme ça que j'en ai perdu qui ont eu leur résidence et qui ont décidé d'aller travailler ailleurs. Je pense qu'en tant qu'employeur, on a toujours du travail à faire pour la rétention de nos employés. Là. La pénurie de main-d'œuvre, moi, je le dis souvent, c'est pas un concept qui est inventé l'année passée. Là. Moi, ça fait 25 ans que j'en recrute des machinistes puis de tout autre poste. Puis ça fait 25 ans que surtout que nos entreprises sont un peu en région, à 1 heure de Montréal, c'est difficile pour tout le monde. Fait qu'on a déjà déployé des initiatives, toutes sortes d'initiatives pour essayer de conserver, de baisser notre taux de roulement. Fait que vous me posez la question, est-ce que ces gens-là vont quitter? Peut-être, comme n'importe quel autre Canadien ou Québécois, on est pour le libre emploi. Là. On ne veut pas attacher les gens. Le programme des travailleurs étrangers temporaires, la façon qu'il est construit, effectivement, les gens sont attachés à notre entreprise, mais on fait tout en notre pouvoir pour que ces gens-là demeurent parmi nous, étant donné qu'ils sont formés, sont qualifiés, sont intégrés dans la région, là, dans nos régions. Puis en fait, comme on le mentionnait tout à l'heure, s'il n'y a aucune mesure qui change, il y a une certitude qu'ils vont quitter ces travailleurs-là. Ils vont quitter vers l'étranger, ils vont retourner finalement dans leur pays d'origine après avoir appris le français pour plusieurs d'entre eux, après s'être intégrés, après avoir contribué à payer des taxes, des impôts qui contribuent au financement des services publics. Alors, entre une certitude de départ puis une responsabilité ultime des employeurs d'avoir des bonnes pratiques ressources humaines pour être en mesure de les retenir, bien, nous, c'est le pari qu'on souhaite prendre. Puis actuellement, ce qu'on remarque, c'est vraiment depuis 12-14 mois, une espèce de partie de ping-pong entre le fédéral puis le provincial. De notre côté, certains d'entre nous étaient à Ottawa la semaine dernière. Première fois de notre vie qu'on est rentré dans le Parlement fédéral. Cette semaine, pour certains, c'est la même chose du côté de l'Assemblée nationale. C'est pas notre job de faire de la représentation politique. Maintenant, cette situation-là vient impacter directement nos entreprises, vient avoir un impact au niveau des régions. Puis ça nous préoccupe. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de faire entendre finalement nos voix. Puis de prendre le pari qu'il y allait avoir un leadership politique tant à Québec qu'à Ottawa pour être en mesure de pouvoir régler le dossier, puis permettre de baisser la température un peu partout pour avoir une réelle réflexion sur le long terme sur l'impact de l'immigration au Québec, mais dans nos entreprises aussi. En fait, là, nos travailleurs, ils ont le choix de revenir après 2 ans. Fait que s'ils n'étaient pas bien puis qu'ils ne voulaient vraiment pas travailler avec nous, soit de fin de semaine, de nuit, peu importe, ils ne reviendraient pas, ces gens-là. Là, ils pourraient aller travailler ailleurs. Ils pourraient appliquer sur un poste de jour aussi au Québec. Il y en a là, des travailleurs étrangers temporaires économiques qui ont des postes de jour. Donc, s'ils reviennent, c'est parce qu'ils sont attachés. Nous, depuis 2017 qu'on les a, puis c'est toujours les mêmes qui reviennent puis qui veulent être avec nous. Ceci étant dit, on parlait justement d'Ottawa et tout ça. Nous, on croit fermement qu'il faut qu'il y ait une discussion entre le fédéral et le provincial. On est les premiers à mettre de l'avant qu'il faut qu'il y ait une entente, il faut se parler. Mais ça fait 1 an qu'on a l'espoir, qu'on dit « Ah, c'est le fédéral, ah, c'est le provincial qui va intervenir. » Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble là, pour vous aider à trouver une solution, pour nous donner un petit peu d'oxygène pendant qu'on va faire la consultation sur l'immigration puis trouver notre plan qui nous convient au Québec au niveau de cette immigration-là? Qu'est-ce qu'on peut faire, les gens d'affaires, pour régler ça, au moins avoir une solution que je considérais peut-être temporaire, mais comment on peut travailler ensemble?
Bien, je pense que vous faites très bien ce que vous devez faire en vous faisant entendre ici. Je suis content de savoir, je ne savais pas honnêtement que vous étiez allé à Ottawa aussi. Je pense que c'est une excellente chose. Je pense que la solution devrait être hybride. Nous, je vous le dis, on est au gouvernement, on est en consultation, on écoute. Hein, on met au jeu des scénarios. On ne dit pas, voici ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on va faire? C'est voici des scénarios, nos options, ce qu'on a en tête, qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi le plan optimal là-dedans, comment on peut l'ajuster? Il y a vous, puis il y a d'autres qui sont arrivés avant vous, qui nous ont dit un peu la même chose. Nous autres, on est tout à fait ouverts, surtout avec le nouveau programme PSTQ et des chiffres qui vont se libérer pour les années à venir. C'est vrai que l'année 2025, on n'en a pas donné beaucoup, elle était remplie dès 2024. C'est comme ça. Mais pour les années qui viennent, on est ouvert. On est vraiment ouvert à réserver des places parmi nos immigrants économiques à des travailleurs étrangers temporaires qui basculeraient vers le statut de permanent. Donc ça, je pense que c'est une petite lumière qui s'allume là au bout du tunnel, surtout en ciblant extérieur de Montréal. Si je vous avais dit ça l'an passé, j'aurais pu le dire, mais je n'aurais pas pu l'exécuter. Je n'avais pas le programme qui le permettait. Là, on a le programme qui le permet. Je pense qu'Ottawa devrait quand même donner cette clause grand-père-là, mais même s'il donnait la clause grand-père, nous, on irait quand même de l'avant. Puis là, je pense qu'avec ces deux mesures-là, donc la solution, c'est pas est-ce que c'est Ottawa qui va tout faire ou est-ce que c'est Québec qui va tout faire. Je pense qu'on peut tous les deux faire un pas pour sécuriser notre développement économique. Voilà, et je m'arrête ici parce que j'ai des collègues qui veulent poursuivre la discussion avec vous. Merci beaucoup pour cet appel du terrain. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, nous allons poursuivre avec la députée de Vimont. Oui? Oui. Parfait. Oui. Alors, Madame la députée, vous avez encore 6 minutes 13 secondes. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Merci. Bonjour à vous quatre d'être présents. Toujours intéressant de vous recevoir en mode présentiel aussi. Hein? Alors, on le reconnaît. J'aimerais vous recommander, ça c'est en page 6, de créer un programme de reconnaissance des employeurs exemplaires qui permettrait aux entreprises démontrant des pratiques exemplaires d'intégration de bénéficier de quotas bonifiés et d'allègements aussi. Est-ce qu'on peut y aller un petit peu plus en profondeur? C'est quoi exactement les critères aussi pour bénéficier là, de cet haussement des quotas? Je pense que tout le monde veut s'exprimer. Je peux y aller, puis vous bonifierez, mais oui. Ça, en fait, c'est une idée qu'on a eue. Dans le fond, c'est pas un programme qu'on a monté. Dans le fond, c'est une initiative à laquelle on a pensé à l'Alliance. Puis, je me rappelle que ça a été discuté avec, par exemple, des gens d'Investissement Québec ou même des gens on a déjà discuté de ça avec les gens du MIFI aussi. C'est l'idée d'avoir... c'est qu'on serait... Autour de la table, à l'Alliance, on est tous je l'ai dit d'entrée de jeu, on est des employeurs qui respectent les règles du programme de travailleurs étrangers temporaires à la lettre. Parce qu'on le sait, on peut être à tout moment audité, on veut respecter nos gens sont qualifiés, ils apprécient notre milieu de travail, on veut agir en tant que bon père de famille, puis respecter le programme. On s'est dit, mais pourquoi ne pas faire du pouce là-dessus, puis dire, bien, chez Groupe Mela, chez Emballage Saint-Jean, chez CIF, chez Transport Bourassa, on respecte les règles. Pourquoi pas nous élargir en fait les quotas ou abolir certaines restrictions en disant, bien, je suis venu t'auditer, tu respectes la francisation, tu as fait des programmes de formation dans ton entreprise, tu as instauré des mesures en automatisation pour essayer de réduire ton besoin de main-d'œuvre, tu payes tes gens de façon adéquate, tu respectes les bonnes pratiques en ressources humaines, bien, voici, tu as le sceau d'employeur certifié qui fait en sorte que pour autant le gouvernement fédéral que le provincial, ça dit, bien, chez Groupe Meloche, j'ai pas besoin d'y mettre toutes sortes de bâtons dans les roues. Le Groupe Meloche respecte les règles, puis on facilite à ce moment-là l'accès aux travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises qui pourraient être certifiées. Mais c'est pas effectivement un programme qui a été complètement packagé, excusez l'anglicisme, mais... Comme employeur, en fait, les gens ne savent pas, là, souvent, c'est que nous, on les accompagne de A à Z. Il y a beaucoup d'investissements. Nous, c'est 1 million d'investissements qu'on a fait dans des logements, dans l'accompagnement, la francisation de nos travailleurs. Parce que si on avait des travailleurs là, au Québec, là, on ne ferait pas tout ça, je vous le dis. Là. C'est bien plus compliqué ce qu'on est en train de faire là. Puis c'est pour ça qu'on est ici après 1 an puis qu'on se déplace à Québec, parce qu'on en a besoin de ces gens-là, puis on les accompagne. Ils font partie de notre famille. Donc, ils reviennent d'année en année. C'est un peu ça l'idée de l'employeur certifié, c'est de dire, nous, là, on en fait plus
ce qui est demandé. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un petit avantage là-dessus? Les bonnes nouvelles, ça pourrait être fait probablement à coût relativement faible, étant donné qu'il y a déjà un système en place d'inspection, d'audit par le gouvernement fédéral, des entreprises. On a passé nous-mêmes à travers ce processus-là. On a eu un résultat parfait. Ça a été un audit en détail qui a été fait de nos pratiques, tout ça, pour s'assurer qu'on respectait l'ensemble des lois. Ce qui est dommage avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est qu'il y a quelques exemples disons, négatifs qui vont venir teinter 95-96% des employeurs qui suivent les règles, qui ont des pratiques RH exemplaires au niveau de l'accueil, de l'intégration, qui investissent en francisation des travailleurs. Puis nous, à travers cette idée-là, c'est de faire en sorte de reconnaître réellement les bons joueurs en leur donnant certains avantages ou certains bénéfices à avoir des bonnes pratiques ayant... Vous avez ouvert la porte sur l'automatisation, justement. Qu'est-ce que vous avez fait dans vos entreprises respectives, justement, en automatisation, qui a permis peut-être d'alléger aussi le nombre de travailleurs étrangers temporaires? On a une partie de nos opérations qui sont automatisables, mais on a beaucoup de petits lots de production, des lots différents. Donc, il y a une partie ce qui est automatisable, on l'a automatisé. Il y a une partie qu'on doit avoir des humains. Il y a une partie du travail qui demande d'avoir des humains. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. L'autre chose, c'est beau robotiser, mais il y a aussi la rentabilité de la robotisation. Il y a des projets qui sont non rentables, puis il y en a qui sont rentables. L'autre chose, on a investi une dizaine de millions, comme je disais tantôt, dans nos infrastructures pour doubler notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai plus les moyens de réinvestir, de réinjecter 10 millions dans notre entreprise. Je dois sécuriser notre entreprise. Donc, oui, tout est possible. On en a fait un bon bout. Mais il faut aussi avoir la capacité. Et aussi, ça prend la main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'en automatisation, au Québec, ça fait 30 ans que je suis dans le manufacturier. Il n'y en a pas de monde en automatisation. Il n'y a presque pas d'ingénieurs, il n'y a presque pas de techniciens. Je travaille... C'est vous-même qui les formez, ou du moins l'entreprise. Mais ça prend un niveau quand même technique. Ouais. Puis moi, les derniers que j'ai embauchés dans d'autres vies, ils ne venaient pas du Québec, ils venaient du Brésil. OK? C'est pas nouveau dans une autre entreprise. Donc, ces gens-là sont aussi en pénurie. C'est un peu la même réalité chez Groupe Meloche. Nous, on est dans l'usinage. Il faut comprendre que nos équipements sont déjà c'est déjà des équipements automatisés. Donc, c'est une machine d'usinage. Il y a un programme qui vient à l'intérieur. La machine peut fabriquer 25 fois, 30 fois, 300 fois la même pièce. Mais ça prend toujours un machiniste pour venir faire la mise en route, changer les outils et tout ça. Donc, des grands projets d'automatisation, on en a eu chez Groupe Meloche, par exemple, une cellule qu'on a essayé d'automatiser pour sauver une ou deux main-d'œuvre. C'était plusieurs millions et à peu près 4 ans de travail pour automatiser cette cellule-là. Fait que c'est les petits gestes qu'on peut faire, c'est extrêmement coûteux puis extrêmement laborieux pour essayer de sauver quelques main-d'œuvre. Merci, c'était vraiment intéressant. Je pense qu'on n'a plus de temps, hein? J'aurais bien continué là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, on va pouvoir poursuivre maintenant avec le député d'Acadie pour 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, Mesdames Meloche, Brault, Messieurs Jeannot, Blanchette, merci d'être là. Merci pour votre mémoire. Moi, j'ai eu le privilège, dans mes tournées du Québec, de vous rencontrer. Alors, heureux que vous soyez là à l'Assemblée nationale. Vous avez très bien expliqué les enjeux que vous avez, notamment avec des travailleurs temporaires étrangers. Et là, bien, vous parlez dans votre mémoire de la joute de ping-pong Ottawa-Québec. Ces travailleurs étrangers-là, ça fait combien de temps qu'ils sont chez vous? On en a depuis 2017 du Mexique. Donc, c'est moi qui ai parti le programme personnellement depuis 2017 qu'on les a, puis qui reviennent d'année en année. Puis, ces travailleurs temporaires étrangers-là, est-ce qu'ils voudraient avoir accès à la résidence permanente? Certainement. Ils le demandent tous. Présentement, le programme PEC est en suspens. Il y a un nouveau programme qui s'appelle le PSTQ, mais c'est parce que je vous écoute et je perçois, je comprends très bien chez vous l'urgence d'agir et les enjeux que vous rencontrez. Donc, quand M. Blanchette, vous dites et vous nous expliquez votre réalité,
et que vous nous parlez, si j'ai bien compris, du mandat que votre CA vous a confié, si vous avez à l'exécuter, ce que je ne souhaite pas, ce mandat-là, mais vous allez perdre, Tedford va perdre, tout le monde va perdre. Oui, nous, ce qui est important, puis ce que j'aimerais que vous reteniez là, des travailleurs étrangers, moi, j'ai des clients aux États-Unis, au Mexique, au Brésil. À chaque client que je rencontre, il me demande « As-tu des problèmes de main-d'œuvre? » Hier soir, j'avais un souper avec un client du Midwest. Chaque fois. L'année passée, là, je l'ai rencontré, je leur disais « Nous, là, on est chanceux au Québec, on a un bon programme, on a accès à des gens qualifiés. On a accès à des gens qualifiés disponibles. » Moi, là, c'était un argument de vente incroyable que j'avais. À la place de regarder ça de l'angle négatif, pourquoi on ne regarde pas ça de l'angle positif? Les travailleurs étrangers temporaires, là, ça me donne une compétitivité que les Américains n'ont pas, que même l'Ontario utilise peu avec les traitements simplifiés. Nous, là, ça là, c'est une arme. Aujourd'hui, on avait 0 il y a 7 ans. Nous, ça fait 7 ans qu'on l'utilise. On n'avait personne, on avait de la misère à recruter. Nous, maintenant, on était capable de sécuriser nos clients. Hier soir, j'étais obligé de dire, on a des enjeux. Hein, on est politiquement correct, on n'est pas obligé de dire tous les problèmes qu'on a, mais on commence à être mal à l'aise parce que là, je commence à en perdre, je vais perdre la capacité, puis je vais être obligé d'abandonner des clients. Fait que nous, on veut investir à Tedford, on veut grandir, on veut réinvestir ici. Nos actionnaires, c'est des institutionnels québécois, mais on est rendu que si on veut faire survivre l'entreprise, il va falloir investir ailleurs pour le futur. Puis c'est pas des menaces, je fais pas ça pour ça, j'ai aucun plaisir à être... je vous trouve bien gentil, là, mais j'ai pas de plaisir à venir ici. J'aimerais mieux être avec mon client cet après-midi puis avec mes employés que d'être ici. Fait que oui, ça a des impacts, puis c'est déjà là. Puis je vous entendais dire, ça prend pas des réponses dans 6 mois, 3 mois, 2 mois, c'est là, il faut nous rassurer. Il faut rassurer les investisseurs qui vont continuer d'investir chez nous. Donc, là, on est en train d'étudier la planification en immigration. Hypothèse, si le PEC n'était plus suspendu, s'il était réouvert, est-ce que vous pourriez vous en prévaloir? Est-ce que ça aiderait vos entreprises? C'est sûr que la réalité est différente de part et d'autre, mais chez nous, on ramène le PEC, j'ai beaucoup moins de problèmes. Parce que j'ai dit tantôt, c'est 28 employés qui sont à risque de quitter. Mais sur ces 28-là, c'est sûr qu'il y en a une certaine partie qui sont à Montréal. Donc, c'est sûr que pour ceux-là, on a très, très peu d'espoir, malheureusement. Mais pour les autres employés qui sont soit à Hemingford, Valleyfield, Bromont, mais ces gens-là, historiquement, j'allais dire un peu l'histoire d'un travailleur chez Groupe Meloche. Nous, on recrute depuis à peu près 2013. Puis l'histoire typique d'un travailleur chez nous, que ce soit un machiniste ou pour d'autres postes, c'est qu'il travaille 2 ans, 3 ans, le temps de son permis. Bon, si, par exemple, c'est un travailleur mexicain qui n'a pas tout à fait réussi à apprendre le français à un niveau suffisant, on renouvelle un IMT pour 2 ou 3 ans. Mais à l'intérieur de ça, c'est sûr que la personne, elle appliquait au PEC, là, puis elle l'obtenait. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, pour certaines personnes, ils ne répondront pas aux critères du PSTQ, qui sont vraiment plus sévères au niveau du français, au niveau, par exemple, de l'usine de Montréal. Mais quand même, si on rétablissait soit le PEC, idéalement le PEC, mais sinon le PSTQ actif, ça réglerait vraiment pour le groupe Meloche une bonne partie de nos enjeux. Effectivement, si par contre on avait un moratoire, c'est encore une meilleure solution parce que c'est logiquement, c'est gros bon sens. C'est de dire que ces gens-là travaillent chez nous, sont compétents, sont installés avec leur famille. Pourquoi ne pas leur permettre de rester? Comment expliquer ça à un travailleur qui a amené sa famille, par exemple ici, qui travaille depuis 3 ans, qui parle français, qui est excellent, puis travaille dans une entreprise qui est en pleine expansion, qui vit de la croissance dans le domaine aéronautique. Comment expliquer à cette personne-là, malheureusement, tu vas devoir quitter parce qu'il n'y a pas eu de moratoire, parce que tu n'as pas accès au PSTQ, parce que le PEQ est gelé? C'est inconcevable pour le travailleur, pour l'entreprise, puis pour ses collègues autour. Il commence vraiment à avoir une réaction là, de l'ensemble des travailleurs puis des citoyens de dire, bien, voyons donc, tu vas devoir dire à cette personne-là de retourner chez eux, tu n'en as pas besoin. Bien oui, j'en ai besoin. Il n'est pas bon. Mais non, il est excellent. Fait que pour nous, c'est vraiment un non-sens. Mais pour répondre à la question, dans le cas de Groupe Meloche, si le PEC était rétabli, ça serait vraiment une solution là, très bonne pour le Groupe Meloche. Puis chez
Transport Bourassa. Même chose, le PEC. En fait, moi, c'est des travailleurs des aides manutentionnaires, aides mécaniciens. S'ils peuvent entrer dans ce programme-là d'Expérience Québec, c'est sûr qu'on le prendrait. Ça serait bienvenu. Là, nous, dans notre cas, on se dit, on a un autre terminal à Granby, mais nos opérations sont toutes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce qu'il va falloir déménager notre terminal économiquement à Granby, à 66 km, pour être capable de renouveler nos 43 travailleurs, ce qui est complètement ridicule? Donc, c'est un petit peu ça qu'on vit présentement. On se dit... Tout le monde s'entend pour nous dire que ça ne fait pas de sens, que dans le fond, on en a besoin de ces travailleurs-là, mais il n'y a aucune solution depuis 1 an qui a été amenée. On a eu de l'espoir à plusieurs reprises, mais là, présentement, là, on est dans le mur. Là. On l'a frappé, le mur. Et je comprends que ces travailleurs-là sont ici depuis longtemps. Ils sont francisés, ils ont un logement, ils travaillent chez vous. Je ne sais pas si vous avez vu des scénarios dans le cahier de consultation, mais pour les résidents permanents, là, au niveau de l'immigration économique, si on regarde le scénario A, c'est 15 550 en 2026. Scénario B, 21 750. Puis scénario C, 26 650. On a présentement au Québec 142 000 personnes qui ont des CSQ qui sont en attente de la résidence permanente. Comment on va y arriver? Moi, je vous écoute, là, je veux vous aider. Là, je ne suis pas au gouvernement. Là. Mais, puis tu sais, je le sens, c'est pas drôle, là, ce que vous nous dites, puis je ne prends pas ça à la légère. Là. Mais, ouais. Que vous avez laissé aux entrepreneurs. Moi, je parle dans mon nom, mais tu sais, on est une quinzaine d'entreprises qui, quand on se parle, tout le monde, peu importe où je vais au Québec, on vit tous la même chose. Vous nous avez donné un outil, un levier économique important avec les travailleurs étrangers. Vous nous avez permis ça. Nous, on a décidé d'investir en pensant qu'on allait avoir des travailleurs. Fait qu'on demande un moratoire. Le moratoire, pour nous autres, ça veut dire déclin des opérations graduelles. Ça ne veut pas dire maintien. J'ai des gens qui s'en vont à la retraite. Le vieillissement est là. J'ai besoin de ça. Puis le maintien du traitement simplifié pour les entreprises spécialisées. Moi, je n'ai pas la chance d'être capable de trouver des gens qui parlent français pour travailler en fonderie. On a beaucoup de gens qui viennent des Philippines. Ils prennent 5, 6, 7 ans avant d'apprendre le français. Fait que j'ai besoin de temps. Mais ils veulent rester. Leurs enfants, ils s'en viennent. Ils apprennent le français avec leur famille. Puis ils s'intègrent très bien à Thetford. Fait qu'on a besoin de maintenir ce traitement simplifié-là. On a besoin du moratoire urgent. Puis, même si on a le CSQ et tout le PSTQ, ça va nous aider. Mais c'est pas. Nous, là, on s'est organisé comme entreprise pour investir, pour croître en sachant qu'on allait avoir de la main-d'œuvre. Puis, si on n'en a pas de besoin, là, inquiétez-vous pas, là, on n'ira pas en chercher plus. Hein? On en va. On ne serait pas ici. On serait pas ici. On n'aurait pas fait 3 heures de route là, pour venir ici puis aller à Ottawa la semaine passée. On a d'autres choses à faire. On a des business à gérer. C'est ça qu'on fait dans la vie, nous autres. C'est pas de la politique. Puis, je comprends que quand vous allez chercher un travailleur étranger à l'extérieur du Québec, ça coûte cher, là. Ou c'est un investissement? Dans notre cas, à nous, on a commencé en 2021-2022, cet exercice-là. Ça ne fait pas aussi longtemps que toutes les autres entreprises. Ça l'a fait vraiment une différence dans notre capacité de maintenir d'autres emplois au Québec. Donc ça, ça a été vraiment fondamental pour nous. Tous les coûts associés. Puis en fait, par ailleurs, on est allé chercher ces travailleurs-là avec le support de missions organisées par le gouvernement du Québec, donc la mission du Québec en Amérique latine, qui ont été pour nous extrêmement bénéfiques et bien organisées. Puis par la suite, tout le processus vraiment de préparation des documents, tout ça, l'accueil, l'intégration, la francisation. Un travailleur, pour nous, là, juste dans un poste, disons, d'aide opérateur, c'est 3-4 mois de formation. Un opérateur, c'est 1 an de formation. Donc, tout ce processus-là, on pense aux billets d'avion, trouver des appartements. Fait que je pense qu'on l'a dit, puis je le répète, pour nous, c'est jamais le plan A, étant donné tout le travail qui doit être fait, puis les coûts qui sont investis par les entreprises. Mais au bout du compte, dans un contexte
de taux de chômage à 3-4 dans, je veux dire, à un moment donné, c'est fondamental. À moins qu'on se dise, bien, il y a des secteurs comme le secteur manufacturier qui sont plus importants au Québec, puis on veut sortir de certains secteurs économiques. Nous, on pense que dans plusieurs villes, plusieurs régions du Québec, il y a des secteurs comme le secteur manufacturier, le secteur aéronautique, le secteur du transport, de la logistique qui sont fondamentaux aux régions. Puis pour nos entreprises, c'est aussi souvent des entreprises qui ont une présence à l'international, qui exportent, qui ont des unités ailleurs. On crée de la richesse au Québec grâce finalement à notre capacité de pouvoir avoir accès à cette main-d'œuvre-là. Maintenant, on est d'accord, les entreprises doivent s'automatiser, se robotiser, avoir des bonnes pratiques RH. Il n'y a pas... faut pas mettre de côté cette solution-là. Il faut que ça fasse partie d'une série de mesures. Puis actuellement, bien, on est vraiment au bout de notre appel à faire en sorte qu'il puisse y avoir une vraie solution annoncée, implantée pour qu'on puisse être capable de pouvoir éviter qu'on se retrouve dans une mauvaise situation en 2026. Le temps, parce qu'on a été coupé en 3 mois, tout a été coupé. Tout a arrêté. Tout le tapis s'est tiré sous nos pieds. Je ne veux pas vous couper, mais je le dois. Mais on n'a pas terminé. Il reste encore un dernier bloc de questions avec le député de Laurier-Dorion pour 4 minutes 8 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame, Messieurs. Dans les quelques minutes qui nous restent, je vais vous poser des questions que j'ai déjà posées à d'autres aussi. D'après vous, quelle est votre principale menace économique? Est-ce que c'est les tarifs des États-Unis ou les politiques migratoires du Québec et d'Ottawa aussi? Je peux répondre. C'est vraiment la politique migratoire. On l'a dit souvent dans la dernière année ou dans les derniers 6 mois. On se fait poser la question fréquemment. Est-ce que les tarifs vous affectent? Peut-être quand on est dans un domaine, dans l'aéronautique, où on a beaucoup quand même de support, mais l'enjeu de main-d'œuvre, et depuis des années, l'enjeu numéro 1, c'est l'accessibilité à la main-d'œuvre en général. Puis comme l'a expliqué Mathieu, comme l'a expliqué les autres personnes, nous, le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est vraiment venu comme une solution, non pas la solution numéro 1, mais c'est vraiment venu comme une solution avec beaucoup d'acharnement, de travail, d'investissement, et c'est venu comme une solution pour pallier à ces problèmes de main-d'œuvre-là. Mais pour répondre à la question, c'est définitivement l'enjeu numéro 1 de main-d'œuvre. C'est les questions, comme le disait Claude, c'est les questions que nos financiers nous parlent, nos clients nous questionnent par rapport à notre capacité d'obtenir de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est vraiment l'enjeu numéro 1. C'est vraiment une bonne question, honnêtement, qui me rejoint parce qu'on n'est pas capable de faire des prévisions. C'est la première fois en 28 ans chez Transport Bourassa qu'on n'est pas capable de se dire est-ce qu'on va avoir la main-d'œuvre l'année prochaine pour remplir nos contrats qu'on a signés pour offrir le service à nos clients qu'on offre depuis toutes ces années. Donc, on n'est pas capable de dire si on va pouvoir avoir cette main-d'œuvre-là. Donc, ça tue une entreprise de ne pas être capable de prévoir. C'est ça qu'on fait dans la vie, prévoir, essayer de voir un petit peu plus loin. Donc, ça, c'est la menace numéro 1. La main-d'œuvre, c'est l'enjeu numéro 1. Ça a toujours été, ça va toujours l'être. Les menaces tarifaires, effectivement, impactent. Mais ça va nous impacter encore plus si on n'est pas capable de continuer à faire rouler nos entreprises par manque de main-d'œuvre. L'important de comprendre, c'est que la menace tarifaire, c'est une menace qui vient de l'externe. Mais la menace des coupures dans le programme de travailleurs étrangers temporaires, c'est comme si on se fait une propre jambette à nous, là. Fait que c'est extrêmement choquant pour nous, là. C'est pas une menace. Ouais. C'est plus une menace, c'est un fait. On n'a plus accès à la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, les tarifs, mais des choses qu'on contrôle, nos politiques migratoires. Ici, dans ce document-ci, on vous propose 3 scénarios de volume d'immigration. Je sais que vous êtes dans les opérations, peut-être pas dans la grande vision, mais d'après vous, d'après votre expérience, est-ce qu'il faut moins d'immigrants, la même chose, ou plus d'immigrants au Québec? De façon très générale. Bien, c'est sûr qu'on comprend que l'immigration, présentement, il faut l'encadrer, ça crée une pression sur les services. Mais ce que, de notre point de vue, c'est beaucoup plus une solution qu'un enjeu, l'immigration. Donc, si vous nous demandez ça n'en prend plus, ou en tout cas, ça prend au moins le maintien actuel.
Et la démonstration... L'immigration économique. Économique. C'est l'immigration économique. Que ça. Non, mais la démonstration aussi, c'est que dans ces mesures-là, on exclut souvent le secteur de la santé des mesures restrictives en immigration. Fait que même pour le gouvernement du Québec, ça fait partie de la stratégie pour pouvoir combler les postes qui sont disponibles dans le secteur de la santé. Fait que c'est la même chose pour nous, dans l'économie tangible, réelle des régions dans le secteur privé. Fait qu'il y a nécessairement un contexte démographique qui est documenté, qui est sur les 20 prochaines années. Le défi démographique va être là. Si on oublie l'immigration dans ce contexte-là, je veux dire, définitivement, on ne pense pas qu'on se dirige pour nos entreprises dans une bonne situation pour les prochaines années. C'est ce qui termine. Merci beaucoup, Monsieur le député. Mesdames, Messieurs, merci énormément de votre de votre présence à notre commission. Votre rapport à nos travaux était important. Alors, je vous souhaite un bon retour dans votre domicile et je vais suspendre quelques instants le temps de recevoir notre dernier groupe.